Vendredi 25 mai 2018, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Édouard Louis autour de la parution de son nouveau roman « Qui a tué mon père ?» aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi au nom d'Ombre Blanche de vous accueillir, d'accueillir Édouard Louis. Le nombre suffit à montrer sa popularité. Nous allons passer 1h15 ensemble avant les dédicaces parce qu'il doit repartir ensuite déjà à Paris. Alors, quelques repères rapides. Il est né à Amiens d'un premier nom que vous connaissez pour Eddy Bellegueule. Il a étudié l'histoire à l'université de Picardie, où il a été remarqué par le philosophe Didier Ribond, avec qui il est toujours très ami. Diplômé de l'École normale supérieure de Paris, il a poursuivi également ses études à l'École des hautes études en sciences sociales. En 2013, il dirige l'ouvrage collectif Pierre Bourdieu, L'insoumission en héritage, au PUF. L'année suivante, justement, le roman Finir avec Eddy Bellegueule, qui recevra le prix Pierre Guénin contre l'homophobie et pour l'égalité des droits, roman qui a eu le succès que vous connaissez tous, traduit en plus de 20 langues, qui a déclenché aussi, parmi les compliments, certaines polémiques. En septembre 2014, vous intégrez le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et politique pour y effectuer une thèse de doctorat portant sur les trajectoires des transfuges de classe. Après, il y a les prises de position publiques dans Le Monde, septembre 2015, Intellectuels de gauche, réengagez-vous, avec Geoffroy de la Gannerie. En 2016, la lettre ouverte à Manuel Valls, signataire également de l'appel des 800 en faveur d'un accueil des migrants plus respectueux des droits humains, de telle sorte que son œuvre et son engagement, les inrecuptibles, pardonnez-moi, l'ont classé parmi les 100 créateurs qui, dans tous les domaines, réinventent la culture. 2016, Histoire de la violence, et mai 2018, le livre pour lequel nous sommes plus volontiers ici, Qui a tué mon père. Donc merci beaucoup. La première des choses, c'est assez rare qu'on puisse tirer une question d'ordre de ponctuation, je vais dire, dès la couverture, dès le titre. Qui a tué mon père, il n'y a pas de point d'interrogation. Et c'est pas une erreur de typographie. Vous nous expliquez ? Oui, merci et bonjour. Qui a tué mon père, c'est un livre qui est né d'un retour après la publication d'Histoire de la violence et d'en finir avec Eddy Bellegueule. J'ai commencé à revoir mon père que j'avais pas vu pendant longtemps, que j'avais pas vu pendant presque 5 ans à l'âge de 20 ans, ce qui faisait presque un quart de ma vie, sans qu'il y ait eu de dispute particulière, sans qu'il y ait eu de rupture particulière, mais simplement nos vies avaient pris un chemin différent. Je vivais à Paris, mon père avait jamais totalement quitté la région de son enfance. Je faisais des études, mon père avait pas pu étudier. Je lisais Marguerite Duras, mon père balayait les rues pour ramasser les déchets des autres pour 700 € par mois. Et nos vies étaient devenues tellement différentes, nos manières d'être, nos manières de penser, nos manières de parler, nos manières de voir le monde, qu'on n'arrivait plus à se parler. Et donc on se parlait plus. Et puis quand les 2 premiers romans ont été publiés, il y a une sorte de dialogue qui a été réengagé avec mon père. Il m'a appelé un jour en pleurant et il m'a dit je sais pas pourquoi tu veux plus me parler. Je lui ai dit mais je peux pas ne plus te parler. Mais il m'a dit tu parles à ta mère qui ment sur toi tout le temps et moi je fais rien et à moi tu me parles pas. Et donc j'ai commencé à revoir mon père après ce message. Et le jour où je l'ai revu pour la première fois, j'ai ouvert la porte de l'appartement de mon père et j'ai vu un homme que je connaissais pas, mais cette fois pas seulement au sens linguistique, symbolique, mais au sens physique. J'ai trouvé mon père avec un corps détruit. Mon père, c'est quelqu'un qui est très jeune, il a 50 ans, et il a du mal à marcher. Il peut marcher, mais avec beaucoup de difficultés. Il peut plus respirer sans une machine. Il est tout le temps opéré pour plein de choses, pour plein de pathologies. Tout simplement, mon père n'a pas une maladie importante, il n'a pas une grande maladie, comme vous savez, tous ces mots qui font peur, je sais pas, cancer, leucémie et tout ça. Simplement, l'état de son corps, ce corps détruit qu'il a, il est dû à sa place au monde, à la place qui lui a été réservée, une place d'exclu, une place de pauvreté, de misère, de dépossession. Et moi, quand j'ai vu mon père, j'ai tout de suite su qui avait fait ça. Je l'ai tout de suite vu en voyant le corps de mon père.
Qui étaient les responsables? Qui étaient les responsables de ça, qui avaient produit ça, parce que j'avais des souvenirs d'enfance, je me souvenais des moments de mon enfance, des moments clés. Alors après, ça veut pas dire que c'était quand même pas facile à écrire, parce qu'on a beau avoir les idées, après écrire c'est autre chose. Vous savez, c'est Peter Handke qui dit les écrivains ont comme un rêve de l'image, parce que vous avez les images dans la tête, puis à partir du moment où vous essayez de les écrire, ça marche plus du tout. Et en fait, les écrivains sont des gens qui rêvent de faire des livres d'images. Donc je savais ce que j'avais à dire, ça n'empêche pas que ça a été difficile de le dire, mais quand j'ai vu mon père, ouais, je me suis souvenu de tous ces moments qui, dans mon enfance, quand mon père avait une trentaine d'années, toutes ces choses qui avaient détruit son corps, toutes ces choses qui avaient produit cet état dans lequel il est aujourd'hui, je m'en rappelais. Donc en fait, j'avais déjà la solution du livre, il fallait plutôt écrire ce qu'il y avait avant, mais c'est pour ça que le point d'interrogation me semblait artificiel. Puis surtout, qui a tué mon père, ça voulait dire aussi justement ce qui a tué mon père, ceux qui ont tué mon père, ce qui a tué mon père, et ce CEUX, pardon. Et voilà, et donc le livre est oui, voilà, construit comme ça. Vous venez de dire qu'il a été difficile à écrire. En tant que lecteur, en tout cas, j'ai eu l'impression inverse, dans la mesure, c'est plutôt un compliment dans ma bouche, non, justement, on a comme une espèce de cri, même s'il est empreint de nostalgie, de mélancolie plutôt, mais justement, sa forme brève, et puis malgré tout sa fluidité, nous fait penser, au contraire, que vous l'avez écrit dans un seul élan, dans un seul souffle. Ce n'est pas le cas alors. Non, vous savez, la fluidité, c'est ce qui est le plus dur à trouver. C'est facile de faire un truc complètement déconstruit. Vous mettez des morceaux comme ça, et puis c'est pas fluide du tout. Vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler. Au contraire, d'essayer de trouver une sorte de souffle, une sorte d'élan. Moi, c'était très important. J'ai beaucoup dit au moment de la sortie du livre, mais la brièveté du livre était importante pour moi. J'ai supprimé beaucoup de passages que j'avais publiés à droite à gauche dans des revues quand j'essayais de trouver la manière dont j'écrirais ce livre. Et moi, j'avais envie qu'on traverse la vie, le corps de mon père en 2 heures, pas plus que ça. J'avais envie qu'on aille de la naissance d'un corps, de l'apparition d'un corps jeté au monde, à la destruction d'un corps. Pour moi, ça faisait partie de ce que j'avais envie de montrer. Je voulais pas que la lectrice ou le lecteur puisse poser le livre et s'arrêter. Vous savez, il y a des écrivains qui disent « Moi, j'aime bien la liberté de la lectrice ou du lecteur, de pouvoir s'échapper. » Tout ça, moi, ça m'intéresse pas du tout, la liberté de la lectrice ou du lecteur. J'ai envie de dire quelque chose et si on ne l'aime pas, on peut lire un autre livre, mais au moins, si on me lit, je veux qu'on comprenne ce que j'ai envie de dire. Et donc, j'ai trouvé justement et c'est la brièveté, mais avec d'autres choses, faisait partie, pour moi, d'une tentative de trouver une forme littéraire qui, justement, empêcherait la lectrice ou le lecteur de pas regarder ce que je dis, ce que je disais, ce que j'écrivais, ce que j'ai écrit. Mais cette forme littéraire, vous l'approchez dès le début dans une espèce de didascalie, justement, le mot me paraît un peu évident, ne serait-ce que par les italiques et la place du texte, du théâtre donc. Si ce texte était un texte de théâtre. Oui, parce que moi déjà le théâtre c'est une forme qui m'a beaucoup marqué, beaucoup. J'ai commencé par faire du théâtre, j'ai voulu être acteur et après quand je me suis rendu compte que j'étais un acteur raté, j'ai écrit parce que j'arrivais pas à être acteur. Pourquoi? Je ne sais pas, par curiosité. J'étais pas très fort. Moi je voulais être Isabelle Huppert ou rien et j'arrivais pas à être Isabelle Huppert. Alors je me suis dit, bon bah tant pis, je vais écrire. Et... Ah bon, vous n'aviez pas la vocation de l'écriture chevillée au corps? Non, mais je veux dire tout ça c'est compliqué, mais mon nom Louis c'est un nom qui vient du théâtre, c'est un nom qui vient de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, où le protagoniste s'appelle Louis, donc c'est pour ça que je m'appelle Louis, et il se trouve aussi que c'est le 2e prénom de Didier, et donc ça a matché parfaitement, mais Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce c'est justement l'histoire d'un homme, d'un garçon, je sais pas, un homme c'est bizarre, d'un garçon qui revient dans sa famille, dont il a été séparé depuis plusieurs années, pour des raisons qui sont à peu près similaires aux miennes, qui revient dans sa famille pour leur annoncer sa mort, il va mourir du sida, c'est une pièce autobiographique de Jean-Luc Lagarce. Il les a pas vus depuis des années et des années, il revient pour leur dire qu'il va mourir et à la fin, il repart sans leur avoir dit et il va mourir, c'est l'épilogue de la pièce, sans leur avoir dit et justement parce qu'avec sa famille, ils parlent plus le même langage, ils ont plus la même manière de penser et la pièce, pour ceux qui l'ont pas encore lu, ou ceux qui n'ont pas encore vu le chef-d'œuvre de Xavier Dolan, je vous le recommande. La pièce est construite comme une succession de monologues de gens qui arrivent plus à se parler. Donc d'abord, cette forme du théâtre, elle est importante et puis aussi, c'est un texte qui est destiné et d'où aussi sa brièveté à être joué au théâtre. Ce sera joué l'année prochaine au Théâtre de la Colline. En mars 2019, c'est ça? Oui, mis en scène par Stanislas Nordet. C'est Stanislas Nordet qui m'a demandé d'écrire un texte pour lui
Et j'avais envie d'écrire sur mon père, et donc quand Stanislas me l'a demandé, ça m'a donné un peu l'impulsion, la force. Donc, puisqu'il va être mis en bouche, c'est une façon que vous avez de travailler aussi. Vous connaissez le gueuloir de Flaubert. Quand vous écrivez, vous parlez tout autant ou pas? Oui, je pense que mes voisins doivent penser que je suis fou parce que je parle toute la journée tout seul. Parce que je pense que presque tout le monde fait ça, je lis à voix haute ce que j'écris. C'est juste aussi que j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur Mediapart. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Pour moi, cette adresse de m'adresser directement, c'était aussi une manière d'atteindre directement la lectrice ou le lecteur dans ce que je disais, parce que je me rends bien compte que très souvent on se sert de la littérature comme un instrument pour ne pas voir le monde. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure des polémiques qu'il y a eu pour mes 2 premiers livres, qu'il y a eu de toute façon chaque fois que j'écris un truc il y a une polémique, mais... Ça vous ennuie ça ou ça vous fait... Comment vous ressentez ça? Non, je me suis posé la question, vous pourriez au contraire trouver ça très, très sain. C'est bien parfois d'être clivant. Non, mais bien sûr, moi j'aurais honte d'être aimé par tout le monde, je veux surtout pas être aimé par tout le monde. Si j'avais une critique positive dans le Figaro, je me jetterais dans la Seine d'être... Et d'ailleurs, s'ils étaient plus intelligents que ça, vu le niveau de détestation qu'ils ont pour moi, ils écriraient une critique positive, ils se débarrasseraient de moi pour toujours. J'ai pas envie d'être aimé par des gens homophobes, j'ai pas envie d'être aimé par des gens racistes. Et vous savez, il y a Karl Ove Knausgaard qui disait il y a pas très longtemps, on mesure la valeur d'un écrivain au nombre d'insultes qu'il reçoit, et moi je crois beaucoup à ça. Par ailleurs, non, mais justement sur les polémiques, je me souviens que quand les 2 premiers livres, puis surtout le premier, sur tout ce qui s'était passé, sur le premier livre, des journalistes avaient dit, parce que je parlais de pauvreté, parce que je parlais d'homophobie, parce que je parlais de racisme, ce que raconte Édouard Louis n'est pas vrai. C'est pas vrai, ça peut pas être vrai, ce qu'il raconte ne peut pas être vrai. D'ailleurs, on n'a qu'à aller dans le village où il a grandi, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ma mère, ils l'ont filmé dans une maison qui n'était pas la maison où j'avais grandi, avec des habits qui n'étaient pas les siens, sans filmer les hommes, parce que les hommes sont plus marqués socialement quand ils parlent que les femmes. Donc voilà, il y avait toute une opération de construction. Mais tout ça pour dire que des gens disaient ça ne peut pas être vrai. Et d'autre part, des gens qui, je sais pas, me défendaient, pour le dire un peu caricaturalement, disaient de toute façon, on s'en fiche que ce soit vrai ou pas parce que c'est de la littérature. Et c'est ça qui compte. Et moi, si vous voulez, j'étais autant agressé par les 2 perspectives parce que je me disais, c'est pas possible. Je parle de femmes qui se font tabasser. Je parle de ma mère qui avait pas le droit de travailler parce que mon père disait qu'une femme devait rester à la maison. Je parle d'un village où les gens votent à 60% pour le Front National. Je parle d'homophobie. Et on me dit, on s'en fout, c'est de la littérature. Et moi, c'est pas ma conception de la littérature. C'est pas qu'il y a la littérature et le monde. C'est que la littérature, c'est banal de dire ça, mais ça semble encore compliqué à faire comprendre, de l'utiliser comme un moyen, un instrument de compréhension du monde. Et donc, je me suis dit, c'est très très difficile parce que ça veut dire que la littérature, on s'en sert comme un instrument pour ne pas voir. Puisqu'on dit, on s'en fout puisque c'est de la littérature, vous voyez? Et donc, on utilise le livre, on utilise la forme littéraire comme un moyen de détourner le regard de la réalité, un peu comme quand on passe dans la rue à côté d'un SDF et on détourne la tête parce qu'on a honte. Et moi, quand j'ai commencé à écrire Qui a tué mon père, je me suis dit, il faut que je trouve une forme qui empêche ça, justement, qui empêche ces stratégies de diversion, qui empêche aux gens de dire on s'en fout parce que c'est de la littérature. Et je parlais il n'y a pas très longtemps d'un moment où Jean-Luc Godard a reçu un César d'honneur, c'était dans les années 80, qui lui est remis par Isabelle Huppert. Oui, j'étais très jaloux que ce soit elle et pas moi. Et vous savez, il y a un truc où, je ne sais pas si vous connaissez cette scène, Isabelle Huppert donne le César à Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard donc doit faire un discours comme toujours dans ce type d'occasion. Et donc tout le monde s'attend à ce qu'ils disent « Je remercie mon producteur et mon scénariste pour leur travail et tout ça ». Et en fait Godard dit je remercie les standardistes de Gaumont, je remercie les femmes de ménage. Et là, il se passe un truc, c'est que toute la salle des Césars, donc c'est les gens habillés en smoking et en robe de soirée, tous les gens explosent de rire. En fait, il trouve que c'est drôle, et c'est-à-dire que Godard essaye de dire quelque chose d'important. Il est en train de dire ce qui est en train de soutenir cette industrie, pendant que nous on est là en train de se pavaner en smoking. C'est des gens qui nettoient les toilettes, c'est des gens qui passent leur journée à répondre au téléphone et à se faire engueuler, c'est des gens qui souffrent pour que l'art existe. Ça veut dire qu'il y a des conditions de l'art qui sont qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là. C'est la même chose. Moi, je publie aux éditions du Seuil. Il y a des femmes de ménage qui vont nettoyer les éditions du Seuil, qui arrivent à 4 heures du matin de banlieue, qui prennent 2 heures de RER. Et Jean-Luc Godard, il était en train de dire ça, et les gens rigolent. Et donc ça veut dire que, vous voyez, il y a tellement de stratégies de diversion, et moi, ce rire, je l'ai vécu exactement, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, exactement de la même manière que ces gens qui m'ont dit on s'en fout parce que c'est de la littérature. C'est-à-dire c'est une manière de ne pas voir ce qu'on nous dit. Et Qui a tué mon père, dans sa forme, dans sa brièveté, dans son aspect comme ça très direct, c'est une manière de produire ça.
Et il y a une phrase à propos de littérature, même si on la quitte jamais avec vous. Je vous cite donc: ce que j'écris ne répond pas aux exigences de la littérature. Alors que, justement, pour expliquer que vous répétez, que vous reprenez des thèmes ou des propos des livres précédents, vous pouvez expliciter ne répond pas aux exigences de la littérature. Vous vouliez dire de la littérature que vous dénoncez, justement? Vous voulez faire une autre littérature, ou ce mot-là ne vous convient plus? C'est difficile parce que moi, comme beaucoup de gens, comme sans doute beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, pendant longtemps, je me suis senti agressé par la littérature. C'était quelque chose de difficile, la littérature. Moi, quand quelqu'un comme ma mère ou mon frère voyait un livre sur une table, c'était tout à coup comme la représentation matérielle de la vie qu'on n'aurait jamais. C'est-à-dire, c'était comme un instrument qui nous remettait à notre place parce que ça représentait la vie des gens qui ont le temps, l'argent, la possibilité, les capacités. On ne peut pas lire William Faulkner ou Claude Simon comme ça. Ça présuppose une forme d'éducation de l'œil, une forme d'éducation de l'esprit. Et donc, pour nous, dans mon enfance, le livre était presque une forme agressive comme ça, qui nous disait « tu n'auras jamais cette vie ». Et donc, potentiellement, de gens qui gagnent mieux leur vie, qui ont une vie un peu plus agréable, qui sont pas toujours, bien sûr, la réalité est toujours complexe. Mais en tout cas, il y avait on se sentait mal, et moi je sais à quel point c'était vrai parce que à une époque où j'étais complètement bête, vers 16 ou 17 ans, quand je commençais à changer par rapport à ma famille, je rentrais chez mes parents et je m'installais sur le canapé, chez ma mère, parce que ma mère s'était séparée de mon père. Je m'assieds sur le canapé et je lisais un livre où je lisais Le Monde, je faisais semblant de lire Le Monde, où je faisais semblant de lire un livre, parce que je savais que c'était la forme la plus agressive, que je savais que c'était la manière de dire « je ne suis plus comme vous », en fait, beaucoup plus que si j'étais arrivé avec des liasses de billets. Et donc il y a une violence de la culture comme ça, qui existe, qui est réelle, et donc moi quand j'ai commencé à écrire, je me suis tout de suite posé cette question de qu'est-ce que serait une littérature qui ne produit pas cette humiliation? Alors on ne peut jamais tout à fait en sortir, et ça ne veut pas dire faire une littérature simple et vous voyez, parce que si on caricature, après on ne parle plus de la réalité, on ne dit plus la vérité sur le monde, et c'est une autre manière de faire violence au monde. Donc ça ne veut pas dire abandonner des exigences, mais le fait de parler des gens dont je parle dans mes livres, qui sont presque pas représentés en littérature, le monde de mon enfance qui était très vite, qui n'a pas plus été le monde ouvrier, mais qui était moins que le monde ouvrier, puisque à 35 ans, mon père a eu un accident à l'usine qui lui a broyé le dos. On n'a plus été ouvrier, donc on est passé d'une classe à l'autre. On est passé d'ouvrier à ce que Marx appelait le lumpenprolétariat, c'est-à-dire moins que les ouvriers. Et ma mère disait toujours cette phrase, elle disait « les ouvriers, c'est des bourgeois ». C'était bizarre comme sociologiquement. Je pense que Pierre Bourdieu aurait beaucoup aimé entendre ça. Parce qu'elle voyait les ouvriers comme des gens qui avaient un salaire tous les mois, alors que nous, on survivait des aides sociales. Et donc ce monde-là, je le trouvais nulle part représenté. Ça l'était peut-être avant, je dis peut-être une bêtise, mais Zola ou Vallès, vous êtes d'accord, Émile Zola ou Jules Vallès? Complètement. Il y a Zola, il y a aussi toute la littérature américaine de la moitié du XXe siècle, Steinbeck, Faulkner, Dos Passos, tout ça c'est des écrivains qui ont parlé de ces mondes, mais aujourd'hui il y a une raréfaction de ce discours. Vous l'attribuez à quoi, cette raréfaction? Je l'attribue à une violence des dominants qui est de plus en plus grande à l'égard des dominés, qui est une manière de les exclure de plus en plus. On le voit très bien en France, l'histoire de l'apparition de quelqu'un comme Macron, c'est l'histoire d'une sorte d'insulte permanente faite aux classes populaires contre les classes populaires. L'histoire d'une tentative de les invisibiliser le plus possible, de leur enlever le plus possible de choses. C'est enlever 5 € d'APL par mois, en même temps qu'on baisse les impôts pour les gens qui achètent des jets privés ou des bateaux privés, en disant 5 € c'est rien. Moi, quand j'étais petit, 5 €, on allait chez Aldi, on achetait 4 paquets de pâtes. Un paquet de pâtes, ça coûtait 39 centimes. On achetait 2 pots de sauce tomate et on mangeait pendant 2 jours. Et très souvent, ma mère disait, ce soir, on n'a pas à manger, ce soir, on mange pas, parce qu'on n'avait pas à manger. Donc ma mère, elle nous donnait un verre de lait, j'en parle dans Finir avec Eddie Bellegueule. Et donc quand des gens suppriment 5 € comme ça, ils empêchent des gens de manger pendant plusieurs jours pour donner quelques millions de plus à des gens qui sont déjà millionnaires. Et les exemples pourraient se répéter à l'infini. Vous les répétez dans ce livre. Oui, j'en parle. Parce qu'effectivement, vous citez Sarkozy. Effectivement, c'est des noms, vous le soulignez vous-même dans une interview, c'est des noms qui en général ne font pas littérature. Vous vous en emparez. Oui, c'était un des projets qui a tué mon père, c'était d'essayer d'inventer une forme littéraire qui permettrait d'intégrer la politique au sens le plus restreint dans la littérature, dans un livre sur la vie d'un corps, sur la vie d'un homme qui en l'occurrence est mon père. Et donc je raconte dans le livre toute la succession des réformes, des décisions gouvernementales qui ont produit aujourd'hui
cet état dans lequel mon père est. Et je parlais tout à l'heure des souvenirs que j'avais très clairs de mon enfance. Je me souviens très bien que quand j'étais enfant, justement, Sarkozy avait décidé le passage du RMI au RSA. Ouais, avec Martin Hirsch. Avec Martin Hirsch. Et mon père avait eu un accident à l'usine, donc il avait été alité pendant plusieurs années. Ensuite, donc il avait une allocation handicapée. Ensuite, il a été basculé sur le RMI. Et il avait beaucoup de mal à marcher quand même, à se déplacer, parce qu'il avait toujours très mal au dos. Et quand on est passé au RSA, le RSA disait le gouvernement, à encourager le retour à l'emploi. Parce qu'en fait, c'était un mensonge, c'était pas encourager le retour à l'emploi, ça veut dire pousser les gens vers l'emploi coûte que coûte. Et donc on a commencé, et je m'en souviens très bien, à harceler mon père pour qu'il retourne au travail coûte que coûte. Et en fait, on lui disait, soit vous ne retournez pas au travail et vous perdez vos aides sociales, soit vous retournez au travail et donc avec votre état de santé, vous allez vous broyer le dos et à 50 ans, vous ne pourrez plus marcher. Il y avait ce mot d'assister que vous stigmatisez, bien évidemment. Oui, de la classe politique qui fait croire aux pauvres que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Mon père était humilié par des mots comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, récemment, il y a un film de Ken Loach très important qui s'appelle Daniel Blake, qui parle comme ça d'un homme qui a une santé détruite. Et exactement comme en France, avec le passage du RMI au RSA, on lui dit vous devez retourner au travail, sinon on vous enlève l'argent et vous mourrez. Ou alors vous retournez au travail et en fait vous mourrez, puisque cet homme... meurt. Désolé pour je spoil le film parce qu'il est plus en état de travailler. Et donc, comme je le disais il y a pas très longtemps, ce qu'on propose aux gens comme mon père ou aux gens comme Daniel Blake, c'est mourir ou mourir. Soit vous mourrez parce qu'on vous enlève l'argent et que vous pouvez plus vivre, soit vous mourrez parce que vous retournez au travail et vous vous tuez à la tâche. Et moi, c'est vrai que je trouvais que dans les récits de vie en littérature, dans les biographies, dans les livres qui traçaient l'existence, la vie d'un individu, on n'avait pas cette dimension-là politique. Il y avait pas. Et moi, justement, donc mon livre, c'est pas du tout un essai politique. Je suis pas du tout spécialiste de la politique. Je m'y intéresse un peu comme tout le monde, mais moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire politique, c'était raconter l'histoire de la politique à travers un corps, à travers le corps de mon père, et à travers ces lois, les 5 € d'appel qui sont enlevés, le passage du RMI au RSA, le déremboursement de certains médicaments. Et je peux vous dire que depuis que là, je voyage pour présenter Qui a tué mon père, des gens me racontent des choses d'impact dans les rencontres comme ça. Des gens me racontent des histoires d'impact de la politique sur le corps de leur famille, de leurs parents, de leurs amis, de leurs amoureux, de leur amoureuse, je sais pas. Et donc oui, j'ai essayé c'était difficile au début parce qu'on se dit on veut pas mettre Macron dans un livre quand même. Enfin. Pour quelle raison? C'est lui faire beaucoup d'honneur, vous voulez dire? Ouais, on se dit quand même que la littérature mérite mieux, que c'est. Je sais pas, j'ai quand même une image assez noble de la littérature. C'est vrai. Mais justement. Vous venez de prononcer le mot essai politique. C'est un livre qui aurait pu être un essai, mais justement, la littérature a une force plus grande, on est d'accord? Moi, c'est juste que je sais mieux faire ça qu'un essai aussi. Enfin, moi, je crois pas du tout à la supériorité de la littérature sur la théorie. Je crois que simplement, ça dit des choses différentes, que ça le dit différemment. Moi, je suis plus à l'aise dans cette forme-là. J'arrive mieux à dire les choses comme ça. Ce que vous faites remarquer à propos justement de politique, c'est que ce sont les gens les plus exposés socialement, j'essaie de ne pas déformer vos propos, qui sont les plus exposés à la politique et que de manière générale, ceux qui traitent de la politique, qui en parlent, ou a fortiori qui en font, eux, ne subissent jamais les conséquences. Je traduis bien votre pensée? Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui, il y a quelques jours, sur Instagram, m'a écrit pour me dire un truc. Après la lecture de Qui a tué mon père, m'a écrit et m'a dit... en fait, ce que dit votre livre, c'est que la politique, ceux qui la font en vivent et ceux qui la subissent en meurent. Et j'ai trouvé que c'était une très belle phrase qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et oui, c'est une histoire que je raconte beaucoup, dont j'avais parlé déjà un peu dans le volume que j'avais dirigé sur Bourdieu, que vous aviez évoqué, que j'avais fait avec Annie Ernaux, Geoffroy de la Gannerie, Frédéric Lordon, et Arlette Farge, Didier Ribon, etc., Pierre Bergogneau. Je parlais de ce fait que quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé à étudier la sociologie, la philosophie, que tout à coup j'ai été mis au contact de mondes beaucoup plus privilégiés que dans mon enfance. J'ai été très étonné de voir à quel point les gens de la bourgeoisie parisienne étaient pas frappés par les effets de la politique. C'est-à-dire quand tout à l'heure je parlais d'une réforme, le passage du RMI au RSA, de 5 € en moins, d'une aide sociale qui vous permet de vous soigner ou pas. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire ça. Vous n'avez pas besoin d'une aide sociale pour vous acheter des pâtes, vous n'avez pas besoin d'une aide sociale pour aller chez le dentiste. Et donc je me suis rendu compte que pour la bourgeoisie, la politique, ça voulait jamais dire avoir faim ou avoir mal aux dents, vous voyez. Et je pourrais le dire de moi aujourd'hui, je suis protégé de la politique, mais je l'étais pas dans mon enfance, mais mon père l'est pas. Mais ce souvenir vous empêche justement de tomber dans le travers. Oui, parce que c'est bizarre, c'est comme si le but de la politique, c'était de dénier les effets de la politique. C'est comme si l'histoire de la politique, c'était l'histoire de gens qui
se tue se tue pas justement, s'engraisse à faire croire que la politique c'est juste une question de gestion. Vous voyez, par exemple, quand Qui a tué mon père est sorti, là, le Seuil me disait mais il y a des journaux qui te proposent de faire un débat contradictoire avec un homme ou une femme politique du gouvernement. Et moi, je leur dis, mais je peux pas faire ça parce que ces gens, ils vont me parler de gestion et moi, je vais parler de mon père qui meurt, vous voyez. Et on parle pas la même langue, on dit pas la même chose. Et en plus, vous savez comment ça se passe avec les politiciens, ils vont vous embrouiller, ils vont vous dire, vous savez, la CPGEF a augmenté de 0,4% entre 2004 et 2007, des choses que personne ne connaît à part eux. C'est vrai. Et en plus, d'ailleurs, quand vous adressez à des spécialistes, ils vous disent que ces gens disent n'importe quoi. Et voyez, si vous voulez, c'est pour ça, moi, je dis que dans mon enfance, dans le monde de mon enfance, dans le milieu de mon enfance, la politique était une question de vie ou de mort. Et pas dans les milieux plus privilégiés. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas envie de leur parler, j'ai envie de les affronter, parce qu'ils comprennent pas, ils peuvent pas comprendre ça. Ils savent pas ça. Ou en tout cas, ils le dénient. Parce qu'ils doivent le savoir quand même, oui, franchement. C'est ce que j'allais vous dire, même. Ils le savent. Gérard Collomb, quand il signe un arrêté contre les migrants et les migrantes, qui meurent dans la Méditerranée, qui meurent dans les Alpes, qui meurent à Calais, il le sait que les gens meurent. Donc lui, ce qu'il appelle de la gestion, ce qu'il appelle un papier, ce qu'il appelle un arrêté, ce qu'il appelle, je sais pas, une signature, il sait très bien que c'est des corps qui meurent. Et que la politique, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais vous croyez, pardon, je vais faire l'avocat du diable, vous croyez qu'un Gérard Collomb, pour qui j'ai pas absolument ni sympathie, ni peu importe ce que je pense de Gérard Collomb, mais vous croyez que c'est quelqu'un qui se regarde dans le glace et qui se dit, oui, à cause de toi, il y a des cadavres dans la mer. Vous croyez vraiment ça? Ah non, mais moi je crois que l'humain est très fort pour dénier la vérité, construire des mécanismes de défense, des mécanismes psychologiques. C'est la très grande et très belle idée de Pascal, le philosophe dans les pensées. La grande idée si belle de Pascal, c'est en fait, on sait tous la vérité sur nos vies, on sait tous la vérité sur le monde, et l'histoire de nos vies, c'est l'histoire d'un combat contre cette vérité qu'on connaît, en fait. Et donc on invente le divertissement, ce que Pascal appelle le divertissement, qui est pas au sens où on entend tout ça, mais exactement, justement, fuir, et comme exactement ça. Et donc je pense que des gens comme Collomb c'est un roi du divertissement pascalien, ouais. C'est pas. Il y a un mot qui revient plusieurs fois dans votre livre et puis dans les interviews, c'est le mot honte. À deux titres. Alors, il y aura deux questions pour le prix d'une. D'une part, à propos de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, vous dites que c'est la fin de la honte. Déjà, exprimez-vous là-dessus. Ça signifie quoi? Justement, que ces gens-là font fi de tout et justement, eux ne fuient même pas, sont conscients de ce qu'ils font et sans honte ou toute honte bue assument, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années, qui est ce que j'appelle, la fin de la honte. C'est-à-dire que des gens comme Macron, des gens comme Trump, des gens comme May en Angleterre, sont des gens qui n'ont plus honte d'insulter les classes populaires, d'insulter les dominés. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une série d'exemples presque infinis, surtout avec Macron, qui est vraiment un grand spécialiste. Quand un homme l'interpelle dans la rue et que cet homme porte un t-shirt, j'en parle dans Qui a tué mon père, et que Macron lui répond, vous me faites pas peur avec un t-shirt, le jour où vous travaillerez, vous pourrez vous payer un costard. Le jour où il inaugure un bâtiment qui avant avait été une gare, et qui dit, dans une gare, on rencontre des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Et on sait très bien de qui il parle quand il dit des gens qui ne sont rien. Il parle pas des politiciens qui, comme lui, sont dans leur bureau, là. C'est pas de ça. Vous croyez que ce genre de mots lui échappe ou que c'est sciemment qui distille ces choses-là? Non, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément comme ça, qui croit profondément en ça. Je pense que c'est lié à l'histoire intellectuelle. Je pense que des gens comme Marguerite Duras, comme Simone de Beauvoir, comme Jean Genet, comme Violette Leduc, comme Jean-Paul Sartre, sont des gens qui avaient construit un mur de honte. Par exemple, on a su il n'y a pas très longtemps que François Hollande appelait sans doute les pauvres les sans-dents, mais pour qu'on le sache, il a fallu que son ex-femme le fasse sortir. Alors que là, avec Macron, il n'y a même plus besoin de quelqu'un qui le fait sortir parce qu'il le dit directement. Et moi, je trouve qu'il y a une fin de la honte, c'est-à-dire une possibilité tout à coup comme ça d'insulter les gens, qui est vraiment très... Vous savez, cette histoire de costard, je me rappelle, je l'avais raconté un jour, je me rappelle que quand j'étais petit, mon père qui était balayeur dans le local donc où ils entreposaient les balais, un jour un ministre avait dit qu'il allait rendre visite à l'équipe des balayeurs. Et c'était un ministre de droite, conservateur. Et mon père, pendant des jours et des jours, a dit je vais lui dire ce que je pense de lui, je vais lui dire qui il est, je vais lui dire qu'on le déteste, je vais lui dire que c'est un con, je vais lui dire que... Et mon père est allé ce jour-là au travail, et quand il a vu le ministre arriver, avec son costume, avec sa cravate, avec son langage, avec ses gardes du corps,
Mon père a rien dit parce qu'il a été remis à sa place, humilié par les attributs du pouvoir. Tout ça pour vous dire à quel point une phrase comme le jour où vous travaillerez, vous pourrez vous payer un costard, sont des choses qui vous restent dans la tête, qui vous restent dans le corps. Vous savez, c'est des micro-humiliations qui se reproduisent. Les gens parlent beaucoup maintenant aux États-Unis de micro-agressions, comme des petites choses comme ça qui se multiplient et qui font qu'au bout d'un moment, ça finit par briser quelque chose en vous. Vous savez, ce qu'on dit aux filles ou aux femmes quand on ne cesse pas de les rabaisser petite touche par petite touche. Et ce qui fait que après c'est beaucoup plus dur pour une femme d'affronter la réalité, parce que c'est des petites choses comme ça qui se multiplient à l'infini. Et sauf qu'aujourd'hui, elles se multiplient encore plus violemment, je crois, ouais. Et ce mot de honte, vous le reprenez à votre compte par rapport à la littérature, justement. Là, je vous cite, je crois que c'est dans les ou dans Libé, oui, peut-être. Ma vie d'écrivain est une vie de honte, mais je ne lâcherai jamais ma honte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ça ne suffit pas d'écrire? Si, je pense que écrire c'est très très important, mais c'est vrai, ce que je racontais dans cet entretien, c'est que parfois c'est difficile d'écrire parce que d'abord pour les raisons techniques qui font que c'est difficile, mais aussi parce que vous êtes là tous les jours devant votre ordinateur. Moi, je sais pas, je me mets à mon ordinateur à midi et je travaille jusqu'à la fin de la journée. Et je me dis, je pourrais faire tellement de choses qui auraient une efficacité immédiate, qui auraient un effet sur la réalité tout de suite. D'ailleurs, en fait, je le fais parfois. Voyez, oui, je parce pourrais, que là, vous parliez de manifestations à laquelle vous vouliez vous rendre. Oui, je vais manifester demain. Mais je sais pas, il y a plein de manières. Il y a des associations pour aider les jeunes personnes LGBT, les personnes LGBT plus âgées. Vous pouvez aider les SDF, vous pouvez aider les migrants, vous pouvez créer une association, vous pouvez libérer les animaux des abattoirs. Il y a beaucoup de choses, de manières d'agir sur le présent et sur le monde. En fait, quand vous écrivez, vous vous dites, ce que je fais là, ça aura pas d'effet avant 2 ans, 3 ans. Mais justement, ça veut pas dire qu'il faut pas écrire, mais ça veut dire que je pense qu'il faut accepter cette honte, accepter le fait de se confronter au monde pour faire de la littérature autrement. Et en fait, quand je parlais de la honte, je pensais beaucoup à Marguerite Duras. Si vous vous souvenez, au début de son livre La douleur. Donc la douleur, c'est son journal qu'elle a prétendument retrouvé. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, ou si c'était un peu une construction durassienne. Mais en tout cas, c'est son journal de la Deuxième Guerre mondiale, d'un moment quand même particulièrement violent. Elle attendait l'homme qu'elle aimait, qui était dans les camps de concentration. Elle attend son retour, et puis ensuite il revient dans un état indicible, et enfin qu'elle arrive à dire. Donc Marguerite Duras dit au début du livre, j'ai retrouvé ses carnets de la Deuxième Guerre mondiale, et elle fait une petite introduction au début du livre où elle dit, je sais plus, je le dis très mal, mais quand j'ai retrouvé le torrent d'émotions et de sentiments qui m'ont traversé à ce moment-là, quand j'écrivais ce journal, la littérature m'a fait honte. Et je trouve que c'était une phrase très belle. Vous le dites, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est la littérature face à un déporté, vous voyez, face à un corps. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de littérature, mais ça veut dire que, en tout cas, si on fait de la littérature, il faut réussir à se laisser interroger par le monde, à se laisser remettre en question par le monde, à avoir un peu, se dire, écoute, peut-être que je peux pas écrire l'histoire que je suis en train d'écrire là, parce qu'il y a quand même des choses dont il faut parler de manière urgente. Il y a des choses dont il faut parler. Alors il y a plein de manières d'en parler. Il n'y a pas une manière, mais en tout cas, oui. En même temps, vous lui attribuez une puissance colossale, parce que lorsque vous citez ces noms-là, les noms politiques, vous dites que vous voulez ainsi les mettre dans l'histoire, comme s'ils ne pouvaient pas y être par eux-mêmes, par leur action, mais qu'ils y seraient par la littérature, pour les dénoncer, certes, mais qu'ils seraient, s'ils laissent un nom, ce serait à travers la littérature. Encore une fois, pas dans le bon sens du terme. Mais... Non, c'est vrai que la politique, ça passe vite, en général, à part des moments particuliers. Oui, comme justement, je voulais intégrer ces noms dans la vie d'un homme, je me suis dit, ça voudrait dire rendre ces noms visibles le plus longtemps possible, en fait. Et d'habitude, quand on veut se venger de quelqu'un, on essaie de le rendre invisible, mais là, c'était un peu le contraire. Ouais. Hein. C'était de faire qu'on n'oublie pas ce que ces gens ont fait, qu'on n'oublie pas, oui, parce que c'est trop grave. Vous écoutez l'écrivain Édouard Louis à la librairie Ombre Blanche le 25 mai 2018 pour son livre « Qui a tué mon père ?» paru aux éditions du Seuil.
Il y a un aspect du livre qu'on a pour l'instant laissé de côté, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un très beau livre d'amour, même si vous tournez autour de ce mot. Oui, parce que l'amour, ça paraît toujours un peu niais. Enfin, le mot, on ne sait pas trop comment s'en sortir avec ce mot. Particulièrement moi, je pense que je suis pas très fort pour parler d'amour. Il y a des gens qui le font de manière grandiose. Mais en tout cas, ouais, enfin, ce qui est sûr, c'est que, alors peut-être que l'amour transparaît à travers ça, mais ce dont je parle dans Qui a tué mon père, c'est au contraire l'impossibilité de dire je t'aime. Donc moi, qu'on aime ou pas, c'est pas la question qui m'intéresse. Oui, mais ça transparaît. Alors ça transparaît parce que justement, je raconte que mon père, même si sans doute il m'aimait, sans doute il m'aime, et qu'il aimait ma mère passionnément, ça je le sais, il pouvait pas dire je t'aime parce qu'il y avait un enjeu de masculinité qui était aussi derrière ça. Pour mon père, être un vrai homme, la masculinité, c'était le silence, c'était ne pas dire. C'était générationnel plutôt que social, non, ça? Ah non, enfin je pense je pense que les deux viennent se croiser en tout cas, mais que les variables elles se mélangent toujours les unes aux autres, mais il y a quelque chose que je le vois, j'ai des petits frères de 18 ans, je vois très bien comment les formes se reproduisent et qu'il y avait un enjeu, et je raconte cette scène dans le livre où un jour je marche dans la rue. Il est tard, il est peut-être 10h ou 11h, je sais pas. J'ai 12 ans et je trouve un téléphone dans la rue avec ma meilleure copine Amélie. On trouve le téléphone et on le ramasse. On a décidé de le garder. Et puis on rencontrait des garçons sur MSN et on leur envoyait des messages avec le portable et tout ça. Simplement un portable qu'on avait trouvé sur la route. Et quelques jours après, la police a appelé mon père pour dire que j'avais volé un téléphone. Ce qui n'était pas vrai, ce que je trouvais injuste, parce qu'on l'avait trouvé par terre. Après, on avait joué avec, mais on l'avait trouvé par terre. Et donc, mon père, quand la gendarmerie lui a téléphoné, mon père est venu dans ma chambre, il m'a mis une claque et il m'a dit « Mais tu vas devenir un délinquant, tu vas nous faire honte. » Mon père m'emmène au commissariat, il me parle pas du tout dans la voiture. Et en fait, quand il arrive devant les gendarmes, je le raconte dans le livre, il dit ah mais mon fils aurait jamais volé un téléphone. Hein. Mon fils c'est le plus sérieux, le plus gentil. Il va faire des grandes études. Oui, jamais il aurait volé. Jamais ce sera un délinquant comme mon père disait. Et moi je me souviens, j'avais 12 ans et je me suis dit mais s'il pense tout ça, pourquoi il me l'a jamais dit? Pourquoi il me le dit pas? Et pourquoi c'est aussi difficile de dire je t'aime? Et on voit très bien que la question de l'amour c'est aussi une question sociologique, c'est aussi une question politique, c'est aussi une question sociale. Parce que si on vivait dans une société avec de domination masculine moins forte, peut-être que mon père aurait pu dire je t'aime, et peut-être que... Mais même vous n'arrivez pas à le dire. Mais oui, parce que j'essayais d'être un garçon, mais j'y arrivais pas très bien, mais parfois ça marchait sur quelques points. Et j'avais un rêve d'être justement... Mon père avait un rêve de moi comme un petit garçon masculin, comme un petit dur. Eddie Bellegueule, c'est ce dont j'avais parlé dans le premier livre. En fait, très longtemps, quand j'ai publié En finir avec Eddie Bellegueule, je disais Eddie Bellegueule, c'est l'enfant que j'ai été. Et maintenant, quand j'en parle, je dis de plus en plus, en fait, Eddie Bellegueule, c'est l'enfant que j'ai jamais réussi à être. Eddie Bellegueule, c'était le rêve de mon père. C'était le rêve d'un petit garçon dur, masculin, fort au football, tous les clichés, qui présenterait des filles à la maison régulièrement comme mon frère le faisait. Il y avait une sorte de fierté comme ça. Mon grand frère arrivait à chaque fois avec une nouvelle copine tous les 2 mois. On disait ah là là quel tombeur et tout ça. Et mon père rêvait de ça et ça marche pas très bien pour moi. Oui, mais en même temps, maintenant, il y a une fierté là qui apparaît malgré tout. Oui, ça a mis du temps justement. C'est quand je suis devenu Édouard Louis que mon rapport à mon père a changé. Je sais pas si exactement il a lu le livre, mais en tout cas il les a et il a. Je sais pas, c'est difficile de lire des livres pour mon père. Il a été chassé de l'école très jeune. Il a eu jamais aucun rapport à la culture. Alors là, levez une ambiguïté que j'ai perçue comme telle. Vous expliquez, et si ça ne vous ennuie pas, vous allez nous réexpliquer que c'est justement à cause de la masculinité qu'il est passé à côté de ses études. Et ensuite, vous dites qu'il a été chassé du système scolaire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à lui-même au nom de cette masculinité, ou est-ce que, selon vous, c'est le système dans lequel il évoluait qui ne voulait pas de lui? C'est pas la même chose, on est d'accord. Non, mais en général, ça marche ensemble, c'est-à-dire, ça s'appelle le ressentiment, ce dont on a été privé, on fait mine de ne pas en vouloir, on fait mine de rejeter ce par quoi on est rejeté, parce que c'est plus confortable de dire que c'est nous les responsables, qu'on est libre du rejet du système scolaire.
alors qu'en fait c'est évidemment une histoire beaucoup plus compliquée d'une incompatibilité sociologique entre quelqu'un comme mon père et le système scolaire. Vous voyez, il y a cet exemple très beau qui est cité par Pierre Bourdieu dans un entretien, je crois, où Bourdieu, à un moment, il s'est amusé à corriger les corrections des profs. Il prenait des copies et corrigeait les corrections. Voilà. Et en fait, ce que Bourdieu a vu, c'est que très souvent, les profs disaient aux élèves trop scolaires, démonstration trop scolaire et tout ça. Et Bourdieu s'est dit, parce qu'il comprenait toujours tout, Bourdieu dit, mais alors, quel est le paradoxe qui fait que à l'école, on vous reproche d'être trop scolaire. C'est-à-dire à l'école, on vous reproche d'être trop comme l'école. Et donc ce que disait Bourdieu, c'est qu'en fait, l'école attend de vous des compétences non scolaires. C'est-à-dire des compétences que vous finissez par acquérir à l'extérieur de l'école. Je sais pas, en allant au théâtre, en allant au cinéma, en lisant des livres, en voyageant. Et mon père, il avait pas tout ça. Et en plus, il y avait cet enjeu, justement, oui, de la masculinité. Alors je dis pas que la masculinité définit tout. Mais pour moi aussi, qui a tué mon père, j'avais envie de donner des nouvelles images des classes sociales, de pas en parler seulement comme, c'est un peu l'ancien discours comme ça, l'usine, la solidarité, le café. Il y a cette question de la masculinité où je raconte que ouais, pour mon père, pour quelqu'un comme lui, il était obligé de construire sa masculinité, sinon on lui aurait dit PD, comme on me le disait à moi. Et donc il était obligé de construire sa masculinité. Et construire sa masculinité, ça voulait dire refuser le système scolaire, s'exclure du système scolaire, parce que ceux qui aimaient l'école ou qui travaillaient bien, c'était des filles, c'était des PD. C'est comme ça que c'était pensé. L'école était conçue comme une institution de soumission, et donc la soumission était associée à la féminité. Et mon père, pour prouver aux autres sa masculinité, il a dû se retirer de l'école, ce qui n'empêche pas justement qu'il y avait d'autres difficultés de classe que j'évoquais avant. Et donc je dis dans le livre que oui, que en fait on voit très bien que la lutte des classes, c'est une lutte de genre, parce que si mon père il n'avait pas été obligé de construire cette identité masculine, peut-être qu'il aurait pu faire plus d'études, avoir un métier un peu plus facile, un métier un peu mieux payé, une vie un peu moins dure, une vie un peu moins écrasante. Et voilà. Et moi, je pense que par exemple, c'est en grande partie parce que en tant que gay, je correspondais pas à l'image de la masculinité. Que vous avez pu progresser dans les études ? Ouais, que moi je me suis pas opposé au système scolaire. Et en fait, c'est vraiment un truc mondial, parce que je sais pas si vous connaissez, c'est le film de lui que j'aime le moins, mais le film de Gus Van Sant, Will Hunting, dans lequel Matt Damon est un dur comme ça des classes populaires, qui est un génie des mathématiques, et un jour quelqu'un s'en aperçoit accidentellement, et donc voudrait que ce garçon devienne un grand scientifique et tout ça. Et lui, comme c'est un dur, il veut pas du système scolaire. Pour lui, c'est un truc de PD. Il part avec ses copains en voiture, draguer des filles à la foire et tout ça. Et le système scolaire paraît comme le négatif de cette vie-là. Et donc on voit très bien, oui, que on peut pas penser la question des classes. Et ça, c'est très important parce que je pense que c'est quelque chose de quand même d'assez nouveau. On a mis du temps à articuler tout ça. On peut pas penser les classes sans penser la masculinité, sans penser la sexualité, le genre, tout ça. Oui. Et à ce propos, il y a une scène très belle, plusieurs scènes, parce qu'elle intervient régulièrement, une espèce de philo très émouvante, qui est ce moment où vous campez une chanteuse. Ouais. Pardon, vous faire paraphraser le livre. Hein, non, c'est bien un peu, sinon je... Non, je raconte que oui, à un moment donné, un soir, j'avais aussi, je sais pas, 10, 11, 12, 13 ans à peu près. Et mon père avait invité des amis à la maison, et il y avait beaucoup d'enfants parce que c'est les amis qui avaient des enfants. Et moi, j'ai dit aux autres enfants, on va préparer un spectacle pour les adultes. Et donc, on est allé dans ma chambre. J'étais un peu meneur quand même. Alors, j'ai emmené tout le monde dans la chambre. Je dis, alors on va faire ça, comme ça. Et à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Aqua, et qui avait sorti un tube qui s'appelait Barbie Girl. Et en fait, Barbie Girl, c'était Ken et Barbie qui chantaient ensemble. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Barbie plastic, it's fantastic. On va le faire. You can brush my hair et tout ça. Ça, j'aurais... Ah, vous m'avez eu là. Mais Ken vous ressemblait un peu d'ailleurs, un peu comme ça, dans le clip. Et donc, en fait, donc moi j'adorais cette chanson. C'était une des grandes chansons de mon enfance. On était 3 ou 4 garçons comme ça. Et moi j'avais dit aux autres garçons, alors moi je vais faire la chanteuse qui fait Barbie, et vous allez faire Ken. Et donc vous allez faire comme si vous avez des guitares, et vous allez gratter les guitares invisibles comme on fait souvent quand on sait pas comment danser. Et donc voilà, on a préparé pendant 1 heure. Alors j'étais comme ça très directif. Toi tu te mets là, toi tu te mets là. Moi je me mets devant évidemment, et j'imitais les gestes de Barbie. Et donc on a mis 1 heure. Voilà, je raconte dans le livre, on a mis 1 heure
à mettre en place ce spectacle inoubliable. Et on est rentré dans la cuisine pour faire le spectacle et on a commencé. Et tout à coup, mon père a baissé les yeux parce qu'il avait honte de moi, parce que je faisais la fille, parce que je faisais Barbie. Et vous essayez de capter son regard. Et je dis, les autres adultes étaient en train de nous regarder. Et moi, je disais à mon père, mais regarde, regarde, regarde. Et lui, il baissait les yeux. Et je disais, mais regarde, regarde. Et il voulait pas regarder, et je continuais à chanter I'm a Barbie girl in a Barbie world. Et mon père a fini par se lever, à dire je me casse d'ici, ou je sais plus exactement ce qu'il a dit. Et il est sorti et il est allé fumer une cigarette dehors. Et moi je suis allé dehors et je me suis excusé de lui avoir fait honte. Et lui il m'a dit c'est pas grave. Mais ce c'est pas grave, il est plein d'amour. Oui, parce que justement je raconte aussi comment mon père, il était lui aussi prisonnier de cette masculinité. Un jour, j'ai découvert que mon père aimait danser, par exemple, ce que j'avais jamais su, parce que quand je dansais, moi, je dansais aussi sur Undo Stress de Ricky Martin, et ça faisait partie de mes shows. Et en plus, je regardais la série Undo Stress, qui était considérée comme une série de filles par ma famille. Et moi, mon père, il disait que la danse, c'était un truc de filles. Et un jour, je suis avec ma mère, et ma mère me dit... ton père, il dansait tout le temps avant, tout le temps, partout où il allait. Il pouvait pas aller quelque part sans se mettre à danser. Il dansait super bien. Moi, j'étais tellement fier. C'était le plus beau. Tout le monde le regardait quand il dansait. Et là, je me rends compte que mon père aurait pu vivre d'autres vies qui n'ont pas pu être vécues à cause des normes qui existaient, qui pesaient sur lui, qui font aussi qu'il a fait peser ces normes sur les autres. Hein. C'est-à-dire que mon père, il a détruit 20 ans de la vie de ma mère, parce qu'il voulait pas qu'elle se maquille, il disait c'est les putes qui se maquillent, il voulait pas que ma mère travaille, parce qu'il disait la femme, elle reste à la maison. Il y avait des fêtes du village où il se moquait d'elle devant tout le village, et le village rigolait. Vous voyez, parce que des gens ont dit, dans Finir avec Eddie Bellegueule, Édouard Louis parle du racisme ou de l'homophobie dans le village de son enfance, et là il dit que son père est victime de la politique, comme si les deux étaient contradictoires. Je sais pas, ça me semble tellement absurde. C'est des niveaux de violence qui sont complètement différents. Et je le raconte aussi dans Qui a tué mon père. C'est que, comme mon père devait être un dur, comme mon père devait être masculin, il a jamais dit je t'aime à ma mère. Et ma mère, quand elle a eu 45 ans, elle l'a jeté. Et mon père, il l'aimait follement, il s'en est jamais remis. Et ça explique aussi son état de santé aujourd'hui. Il s'est laissé se dégrader par chagrin d'amour. Mais sauf que c'est un chagrin d'amour qui est encore une fois aussi social, qui est sentimental, mais qui est aussi social, parce que ça veut dire que c'est parce qu'il avait été dans un monde où il était plus facile de dire je t'aime, ma mère aurait compris, et là ma mère elle se sentait pas assez aimée. Et donc mon père, il s'est auto-détruit par la masculinité. C'est pour ça aussi qu'il dit c'est pas grave quand je m'excuse d'être moi. Si vous me permettez une dernière question, elles ne vont pas faire référence à votre père, ni à Emmanuel Macron. Elles vont faire référence à des artistes qui apparaissent dans votre livre. Terrence Malick par exemple, ou Xavier Dolan. Vous aimez admirer, c'est des gens qui vous construisent, c'est des gens... Oui, moi j'avais toujours rêvé de mettre des remerciements, mais dans les deux précédents livres, j'avais pas osé. Et là, je me suis dit, tant pis, maintenant je le fais. C'est assez surprenant. On voit le remerciement d'un cinéaste qui n'est pas du tout évoqué. Et pourquoi donc alors ? D'abord, Xavier Dolan, c'est parce que c'est mon ami et parce que je l'admire immensément, comme j'admire peu de gens. Je pense que c'est un très 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 grand cinéaste, comme il y en a peu. Et donc pour moi, c'est vrai que je peux pas écrire sans admirer. J'ai besoin de gens que j'admire et qui me remettent en question tout le temps. Parce que un film de Xavier Dolan, c'est comme quand je lis un livre de Toni Morrison, je me dis oh, c'est tellement beau, il faut être à la hauteur de cette beauté, il faut travailler le plus possible pour être à la hauteur de cette beauté. Et donc pour moi, c'est un hommage qui est dû à cette admiration. Et Terrence Malick, c'est justement parce que, je sais pas si vous connaissez les films de Terrence Malick, mais qui sont construits par succession de fragments, de scènes. Et moi, quand j'ai commencé à écrire Qui a tué mon père, je me rendais compte que je connaissais pas mon père, parce qu'il m'avait jamais rien dit, parce qu'il parlait pas, et qu'il était beaucoup plus vrai de construire ce livre sous forme de fragments, comme ça, sur lui, sur sa vie, sur son corps, de fragments qui se succéderaient. Et je regardais beaucoup les films de Malick à ce moment-là pour justement essayer de trouver ce flux dont vous parliez, quelque chose de, à la fois une succession de fragments, et à la fois quelque chose qui serait un mouvement, quoi. Ouais. Je vous remercie. Merci. Ce n'est pas terminé, hein. Une question bizarre. Quelle est votre opinion sur Mélenchon ? Moi, j'aime bien les questions bizarres. C'est bien d'être bizarre. Écoutez, moi, j'ai voté pour lui. Je fais jamais de mon vote quelque chose de secret, donc je peux le dire sans problème. J'ai voté pour lui, alors qu'il y a plein de points sur lesquels il m'énerve profondément. Mais je pense que c'est toujours ça quand on vote pour quelqu'un.
J'aime pas son amour de la nation, j'aime pas son obsession de la patrie, j'aime pas quand Eva Joly avait dit il faudrait supprimer le défilé militaire du 14 juillet et qu'il avait répondu mais c'est pour montrer aux autres pays la grandeur de notre nation. Je supporte pas des choses comme ça. Mais j'ai voté pour lui parce que ça me semblait être une des seules personnes qui parlait de souffrance, qui parlait de violence sociale, qui parlait d'humiliation sociale. Et que pour une fois, il y avait un langage qu'on n'avait pas entendu depuis tellement longtemps dans la gauche. Parce que la gauche parlait le langage justement de la technocratie, de la gestion de plus en plus et de moins en moins des corps des gens. Et là, pour une fois, il se passait quelque chose. Et moi, j'ai vu que dans le village où j'ai grandi, dans ma famille, tout le monde a toujours voté pour le Front National. Voter, ça voulait dire voter Front National. Il n'y avait pas de questions à se poser. Et pour la première fois, dans ma famille, des gens ont arrêté de voter pour l'extrême droite. Parce que pour la première fois, ils se sont sentis, et je pense que c'était quelque chose de mondial, de national, pardon, se sentaient représentés pour la première fois. Je ne sais pas ce qui se passera autour de ça, mais en tout cas, c'est une question de langage. Je peux que me réjouir du moment où des gens se sentent enfin exister dans le langage. Et d'une manière non raciste, d'une manière non haineuse, d'une manière... ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à Mélenchon, justement, mais le fait qu'il ait donné à mon père la possibilité de dire « je », comme mon père l'avait pas eu depuis si longtemps, ça, c'était très important. Et Hamon faisait partie d'une même dynamique, c'est-à-dire d'une dynamique d'un langage qu'on n'avait pas entendu, qu'on avait mal entendu, qu'on n'avait pas entendu si bien articulé depuis si longtemps. Mais ouais, je pense que... Voilà. Bonjour. Bonjour. Quand on est à votre... C'est une autre question bizarre. Quand on est à votre place, est-ce que y a moyen de s'adresser à un autre public à votre place, c'est-à-dire en tant qu'écrivain qui écrit sur son enfance, son milieu social, à un autre public que celui des classes aisées dans une librairie du centre-ville, nous, en fait? Oui, je pense, bien sûr, il y a beaucoup de manières de s'adresser. Vous disiez les prisons, il y a des gens qui font des ateliers, il y a des gens qui font... Moi, c'est une question que je me pose toujours beaucoup. Je me la pose aussi justement à travers la question des médias, c'est-à-dire où aller, où ne pas aller. Je sais que par exemple les éditions du Seuil aimeraient bien que j'aille à la télé, dans des télés où je vais pas, où je suis jamais allé, où je veux pas aller, comme Quotidien, comme On n'est pas couché, tout ça. Parce qu'ils me disent mais c'est des gens de ta famille qui regardent. Moi, je leur dis vous savez, cette émission elle sera structurée de telle manière que de toute façon je pourrai pas dire ce que j'ai envie de dire parce que ce sera coupé, parce que ce sera monté, et donc ça sera contre-productif au fond. Parfois hier, j'écoutais une conférence de Sabrina Ali Ben Ali, qui est médecin, qui faisait une conférence sur la situation catastrophique des hôpitaux. Je parlais tout à l'heure de politique comme question de vie ou de mort. Elle parlait vraiment de ça. Elle disait, moi, je travaille aux urgences. Des gens arrivent et ils meurent dans les urgences, alors que les gens auraient pu vivre, mais ils meurent parce qu'on nous baisse les crédits, on nous baisse les moyens à l'hôpital. Et le pire, après ça, c'est qu'il y a des infirmières, des infirmiers, des médecins qui se suicident parce qu'ils s'en veulent d'avoir été impuissants. Et donc, c'est comme des morts en chaîne. Je suis sorti de sa conférence, j'ai pleuré pendant 2 heures. Et je me suis dit, mais en fait, là, je vais aller partout et je vais aller raconter cette histoire partout. Vous voyez, je vais rappeler toutes les télés auxquelles j'ai dit non et je vais aller dire partout. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Les gens sont en train de, elle dit des gens qui sont morts à cause de baisse de crédit, qui meurent. Elle a des collègues qui font des tentatives de suicide tout le temps à cause de ça. Et donc, c'est dur, c'est dur. Je sais pas. Il y a sans doute pas un moyen, c'est comme vous disiez. Il y a des gens qui peuvent intervenir épisodiquement dans les médias, des gens qui peuvent aller dans les prisons, des gens qui peuvent aller faire des ateliers, des gens. Parfois, ça passe par d'autres personnes aussi. Moi, c'est un truc que je raconte beaucoup, mais parce que j'en suis tellement bouleversé. Quand En finir avec Eddie Bellegueule est sorti en Espagne, il y a une fondation qui a été créée qui s'appelle la Fundación Eddie. Et qui est une fondation qui a acheté des appartements dans le centre de Madrid et qui donne des appartements gratuitement à des jeunes LGBT qui ont été chassés de chez eux par leur famille, ou des jeunes LGBT sans papier qui sont à Madrid sans papier. Je suis allé rencontrer les jeunes, il y a une quinzaine de gays, de lesbiennes, de trans qui vivent dans ces appartements et ils n'ont pas forcément lu mes livres, mais le livre a changé quelque chose à leur vie, à leur corps. Et donc voilà, ça c'est un autre moyen aussi de s'adresser en fait de manière indirecte. Mais elle est très difficile, votre question. Ouais. Bonjour. Vous avez reproché à Mélenchon, entre guillemets, son amour de la nation. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Et est-ce que vous pensez que ça mène forcément à la haine, ce genre d'idéologie? Parce que moi, je crois si on fait exister l'idée de nation et de patrie dans le discours, on ne sait jamais par qui elles vont être récupérées après.
et que lancer des vocables, lancer des grammaires, lancer des vocabulaires dans l'espace public, c'est s'exposer à ce qui soit récupéré. Et puis en plus, moi je pense que la nation c'est tellement une fiction. Enfin, c'est vrai, j'y crois pas du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment un mensonge de politicien. Moi, je me sens plein de choses. Je me sens homme, je me sens gay, je me sens à gauche, je me sens écrivain, je me sens mais je me sens pas français. Enfin, c'est bizarre. Et puis en plus, souvent le drapeau il est utilisé pour faire des frontières entre les nationaux de la nation et ceux qui sont considérés comme non nationaux de la nation. En plus, il y a quand même des choses plus importantes. Enfin, la France, elle n'est pas sous la menace d'une guerre permanente. Il y a quand même des gens justement qui ont des conditions de travail très dures. Je sais pas, il y a beaucoup d'autres causes qui me paraissent. Oui, bonjour. J'aurais plusieurs questions, mais je pense qu'il va pas y avoir le temps. Une seule est la plus bête. Est-ce que vous pensez que vous pourriez écrire quelque chose que vous n'avez pas vécu, directement ou indirectement ? Non. Non. Enfin, c'est que j'ai pas du tout envie. J'y arriverai pas. Vous savez, il y a une histoire que j'ai racontée justement il y a pas très longtemps dans Libération. Je me souviens que quand j'étais adolescent, vers 14 ans, le Clésio a reçu le prix Nobel de littérature. Et ce qui fait que nous, même si on n'entendait jamais parler de littérature d'habitude, mais comme là c'était un prix Nobel, même TF1 qu'on regardait se mettait à parler de livres. Et il y avait un petit reportage sur le Clésio, je sais plus très bien. Et je me souviens, j'étais dans le village où j'ai grandi, il y avait une petite interview, le Clésio parle. Et il parle des personnages qu'il construit, des situations qu'il construit. Et moi, je me souviens avoir pensé très naïvement comme un enfant, mais pourquoi il parle pas de nous ? Et je me suis dit, mon père, il peut plus marcher, il a eu un accident à l'usine, on peut pas manger. Et pourquoi il parle pas de nous ? Et pourquoi il crée des situations plutôt que de parler de nous alors que nous, on existe et que nos corps sont en train de souffrir ? Évidemment, c'était une pensée, comme je vous disais, naïve. Je suis pas contre la fiction et au contraire, d'ailleurs, les écrivains de fiction sont les gens qui m'ont le plus marqué. Mais je pense que cette scène, elle a été comme une scène traumatique pour moi. Elle a été une scène fondatrice. J'ai connu trop de gens, trop de corps, trop de vies qui méritaient d'être racontées, qui ne l'ont pas été. Je pense qu'il me faudrait 50 vies pour toutes les dire. Bonsoir. Déjà, je voudrais vous remercier pour ce très beau livre. C'est une question un peu plus légère que les autres, mais vous parliez de Xavier Dolan et je voulais savoir si vous envisagiez une collaboration avec lui ou un scénario ou... En fait, on avait déjà collaboré ensemble sur Momie, un petit peu. Je vais vous raconter une histoire un peu légère, justement, ça nous fera du bien, on a parlé de choses très dures. Quand Xavier était en train de faire Momie, il m'a appelé, puisqu'il venait de lire En finir avec Libelle venait juste de sortir, et puis il m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé tout ça, et il m'a appelé, et il m'a dit, moi j'écris toujours les sous-titres de mes films, parce qu'il est super perfectionniste et il dit en fait les sous-titres c'est le truc que les gens vont regarder 100% du temps. Pour moi c'est une des choses les plus importantes du film. Moi je veux le faire moi-même, je veux que ce soit un travail littéraire, je veux que ce soit un travail écrit, je veux que ce soit un travail bien fait. Et il m'a dit là je vais parler pour la première fois dans un de mes films d'un milieu beaucoup plus pauvre que les milieux que j'ai évoqués dans mes autres films. Donc il m'a dit est-ce que tu peux m'aider à venir faire les sous-titres ? Et je lui ai dit oui, j'ai pris l'avion le lendemain pour Montréal et on a travaillé ensemble. C'était super de voir un génie en train de créer. Là, j'ai eu l'occasion de revoir un génie en train de créer il n'y a pas très longtemps quand je suis allé à Berlin où Thomas Ostermayer adapte Histoire de la violence. Et quand on voit des gens aussi puissants, je sais pas, moi ça me fascine. Et voilà. Et donc pour le futur, on verra. Je sais pas. Je peux pas le dire. Je sais pas. Oui, il manque un personnage là. Peut-être qu'il est prévu dans vos prochains écrits. C'est le personnage de la mère. C'est prévu? Oui, parce que j'ai parlé de ma sœur dans le deuxième, et là de mon père, et d'un peu tout le monde de manière plus épisodique dans le premier. On verra. Je sais pas, c'est une commande. C'est compliqué. Oui, exactement. Non, mais aussi, c'est vrai que après qu'elle a quitté mon père, ma mère, elle s'est complètement transformée. Aujourd'hui, elle est devenue une femme complètement différente. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Ma mère, elle était assez dure. C'était une femme assez, je peux même le dire, assez méchante. Elle était assez violente. Et en fait, quand elle a quitté mon père, je me suis rendu compte que cette violence, c'était presque la violence que mon père exerçait sur elle, qui se prolongeait à travers son corps. Parce qu'elle était dans une situation tellement d'étouffement, d'anxiété, qu'elle finissait par être violente, par dire des choses violentes. Et en fait, en enlevant le principe qui était violent avec elle, même si c'était pas le seul, mon père, elle s'est complètement métamorphosée. Et ça, ce serait
sans doute une histoire. Moi, peut-être on peut finir comme ça là-dessus, avant de continuer de manière plus informelle. Une des choses qui m'intéresse dans les 3 livres, Qui a tué mon père, Histoire de violence ou Eddie Bellegueule, c'est l'idée qu'on peut être, je le formule comme ça dans Qui a tué mon père, c'est l'idée qu'on peut être victime de la violence, pas seulement de celle qu'on subit, mais de celle qu'on exerce sur les autres. Et ce qui ne veut pas dire que c'est pas grave, ce qui veut dire que vous pouvez être dans des situations de vos vies où vous êtes tellement accablé par la violence que vous finissez par être violent, vous aussi, d'une autre manière. Vous savez, il y a ce très beau livre de Toni Morrison qui s'appelle Beloved, où une femme est esclave sur une plantation, et un jour elle s'enfuit avec ses enfants, elle traverse les forêts, elle traverse les rivières, elle s'échappe, elle se cache dans une maison, et quelques mois après, les esclavagistes la retrouvent. Et quand les esclavagistes la retrouvent, elle attrape son enfant, Beloved, qui s'appelle Beloved, et elle lui coupe la tête. Et moi, quand j'ai lu cette histoire, c'est un roman vraiment magnifique, un des plus grands romans probablement des 100 dernières années. Je me disais, en fait, c'est pas une violence qu'elle oppose à l'esclavagisme, mais c'est encore l'esclavagisme qui se propage à travers son corps. C'est la violence de l'esclavagisme qui utilise son corps. Donc c'est, si vous voulez, une sorte de double critique de la domination. Ça veut dire que non seulement la violence s'abat sur vous, mais qu'en plus le pouvoir vous force à vous-même à être violent. Moi, c'est ça que j'essaye de sortir un peu de forme de binarisme de la violence entre ceux qui l'exercent et ceux qui la reçoivent, mais au contraire de penser la violence comme un flux. Moi, si je commence là à vous insulter de tous les noms, peut-être vous allez devenir violente. Vous voyez, si vous me faites la même chose, peut-être je vais dire, mais je vais vous insulter en retour si vous m'insultez. Et on fait tout ça dans nos vies. On a un moment de nos vies où on n'est pas bien, où on est malheureux, où on se sent pris par des choses qu'on veut pas vivre, et on dit quelque chose de violent à quelqu'un qu'on aime, on parle mal à quelqu'un qu'on aime, et on se dit mais pourquoi j'ai parlé comme ça? Et parce qu'on sent justement, même à un niveau très individuel, qu'on peut être traversé par la violence de quelqu'un d'autre. Que la violence, voilà, c'est pas une propriété, mais que c'est un flux, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Merci Édouard Louis. Je propose qu'on s'en tienne là parce qu'il va y avoir des dédicaces, je le suppose. No door, my home has no roof, my home has no window. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 25 mai 2018 à la librairie Ombre Blanche avec Édouard Louis. Son dernier roman, Qui a tué mon père, est publié aux éditions du Seuil. Édouard Louis a aussi fait paraître En finir avec Eddie Bellegueule en 2014 et Histoire de la violence en 2016, également au Seuil. You can lose your life here, 'cause there's no